Salut à tous, bienvenue dans ce rendez-vous quotidien sur Swag Radio, le grand journal, tous les matins et tous les après-midi sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Depuis les studios de Swag Radio pour présenter le grand journal, Ehrlich Dorillas. Dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Swag Radio, on air avec du style. Manger avec du style à Brothers Café Créole au 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 de 94 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur Facebook. Likez la page de Swag Radio sur Facebook. Swag Radio sur YouTube. Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Et Swag Radio très bientôt sur TikTok. Tout de suite, voici les infos. Le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Cessir, vient de présenter le bilan de sa participation au deuxième sommet mondial pour le développement social, ainsi que plusieurs rencontres bilatérales tenues au Qatar ces derniers jours. Selon Cessir, cette mission diplomatique a permis à Haïti d'être à la table des discussions internationales sur la cohésion sociale, l'inclusion et les nouveaux modèles de développement. Le dirigeant haïtien s'est entretenu avec différents responsables qatariens, des représentants des institutions internationales, ainsi que plusieurs chefs d'entreprises intéressés par des opportunités d'investissement dans la région Caraïbes. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Planification contre Qatar, ça a été faite depuis le où j'ai participé dans l'Assemblée générale des Nations Unies en mois de septembre. J'ai rencontré les représentants Qatar quand j'ai discuté. À l'époque, pour qu'il y ait une confirmation sur GSF là. Donc, on a marché rencontrer plusieurs pays, plusieurs partenaires au niveau international pour que nous soyons capables de discuter comment nous sommes capables d'aider nous pour nous joindre une confirmation force GSF là et tout parler avec 2-3 autres pays pour convaincre, faire plaidoyer pour que nous soyons capables de joindre une confirmation force ça. Dans ce sens, nous n'avons pas avec autour pour nous dire qu'il y a besoin que Haïti ait gagné pour nous être capables de travailler ensemble, principalement sur question sécurité, sur question humanitaire, mais aussi sur question investissement. Nous connaissons toujours fait plaidoyer pour dire que à court terme, nous avons besoin d'aide dans mes pays amis, mais il n'est pas soutenable à long terme. Il faut que nous soyons capables de faire partenariat avec quelques pays pour que nous soyons capables de continuer à avancer. Donc, le moyen aller Qatar dernièrement, c'était pour répondre à l'invitation que nous avons planifiée. Nous connaissons nous avons fait dans un contexte difficile. Côté, nous avons fait subir passage et ouragan Mélissa qui a fait dommage dans le Grand Sud là et particulièrement tout dans Tigouave. Mais ce qui est important pour moi, c'est que nous avons besoin de ressources et il y a un pile partenaire international qui a aidé nous à joindre des ressources. Et je rappelle nous que nous avons un domaine collégial. Ça veut dire que pendant que je là, le président Leslie Voltaire a un mandat pour remplacer dans le conseil présidentiel là, pour que n'importe qui décision pour prendre l'État capable de diriger avec l'autre collègue et KPTA. Même gens avec le gouvernement. Yo tout te connaît que yo te une responsabilité pour que yo te capable continuer joindre ressources locales et organiser aide pour victimes yo. Le Premier ministre Alix Didier Fizimi a lancé un appel fort cette semaine. Il encourage davantage de femmes haïtiennes à présenter leur candidature aux prochaines élections. Selon lui, l'avenir démocratique d'Haïti passe obligatoirement par une représentation féminine beaucoup plus large au sein des institutions publiques. Dans sa déclaration, le chef du gouvernement a insisté sur le rôle essentiel que les femmes jouent déjà dans la société, que ce soit dans l'économie informelle, dans l'éducation, dans le leadership communautaire ou encore dans la gestion de nombreuses organisations sociales. Il est temps que cette présence se reflète enfin au Parlement, dans les mairies et dans toutes les sphères de décision du pays, aurait affirmé Fizimi. Écoutons un extrait dans ce grand journal. À l'éducation et l'emploi, pour ne citer que cela. En Haïti, cette lutte a démarré avec la grande marche féminine dans la ville du Cap-Haïtien en 1865. Par la suite, le mouvement s'est recoquillé pour reparaître
en 1934 par la création de la Ligue d'action sociale pour le droit de vote et l'éducation. Dès lors, des progressions significatives ont été réalisées. Et je note, en 1944, les femmes haïtiennes ont obtenu le droit de se présenter aux élections législatives et municipales, mais sans pouvoir de vote. En 1950, le droit de vote leur a été reconnu et une loi sur la paternité responsable a été adoptée. Mais ce droit de vote était partiel, puisqu'elles ne pouvaient pas voter aux élections présidentielles. Il fallait attendre 7 ans, soit en 1957, pour que les femmes haïtiennes aient obtenu l'expansion du droit de vote à toutes les élections. En 1986, Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, a vu le jour. Le 3 avril de cette année, elle a organisé une grande marche, ce qui allait consacrer cette date comme journée nationale du mouvement des femmes. En 1994, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes a été créé. Ce ministère symbolise sans embâche la résistance, la résilience, la persévérance et le credo d'un idéal qui est devenu. Le samedi 8 novembre 2025 a eu lieu la célébration du ministère à la Condition féminine. 31e anniversaire, une date symbolique pour une institution qui depuis plus de 3 décennies mène un combat quotidien pour l'égalité et la dignité des femmes et leur pleine participation dans la vie nationale. Écoutons un extrait de ce grand journal. Gérald Gilles, qui a porté ma nomination à la tête du ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes. Ce choix, approuvé à l'unanimité par le Conseil présidentiel de transition, témoigne d'une compréhension claire de l'urgence du moment. Placée à la tête de cette noble institution, une féministe de terrain qui a consacré plus de la moitié de sa vie à défendre les intérêts stratégiques des femmes et des filles d'Haïti. Je remercie donc chaleureusement l'ensemble du Conseil présidentiel, spécialement le président Leblanc qui nous gratifie de sa présence, qui dans toute son entièreté a reconnu la nécessité d'un leadership engagé, porteur de résultats et résolument tourné vers la transformation sociale. Aujourd'hui, j'ai une obligation de résultat, une obligation envers les femmes et les filles de ce pays, envers celles qui attendent que l'égalité ne soit plus un discours, mais une réalité vécue. Et je m'y engage avec détermination, humilité et sens du devoir. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance au Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, qui m'accompagne avec constance et bienveillance depuis le jour de mon investiture à la tête du ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes. À l'occasion de ce 31e anniversaire, je formule le vœu que, dans un geste fort de reconnaissance et d'engagement envers la cause des droits des femmes, Monsieur le Premier ministre veuille bien porter au Conseil de présidentiel de transition pour des suites nécessaires, bien entendu, en Conseil des ministres, le projet de décret visant celui du 22 décembre 2005. Haïti politique, la plateforme politique Vive Haïti, en étroite collaboration avec l'UNIFOS, monte au credo pour dénoncer l'échec manifeste du Conseil présidentiel de transition CPT. Selon les deux structures, le CPT n'a pas su répondre aux attentes de la population ni honorer
Ses engagements sur la sécurité, la gouvernance et la feuille de route de la transition. Dans une note publique, les responsables disent avoir pris acte de la dégradation accélérée de la situation nationale marquée par l'insécurité, la paralysie institutionnelle et les capacités du CPT à fédérer les forces vitales du pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Vive Haïti prend acte d'une série d'opérations la police a menées dans une série de zones qui permettent aujourd'hui là, monde capable de respirer. Mais nous songeons, Vive Haïti te dit, nous prenons position par rapport avec le nouveau DGPNH qui là après 7 octobre. Effectivement, je dis à nous une proposition nous. Tout le monde était 15 coffres, c'est un territoire perdu. Mais je dis à nous des bandits à Taïbanda, 15 coffres, j'en ai encore. Mais nous voyons tout, il y a quelques côtés, tant que Kafou aéroport, tant que quoi des bouquets, nous avons une opération qu'a fait. Nous venons là, nous dit la police, sécurité, c'est ça fait chaque grain de monde. Automatiquement, une opération qu'a mené, ça veut dire que les gens commencent à respirer. C'est de voir vivre Haïti pour nous prendre responsabilité de nous dire. Laissez pas de bon, nous te dire. On va dire ça bon. On va dire ça bon. Mais je dis, il y a des bagages qui commencent à faire. Conférence ce matin là, nous venons pour nous parler avec le peuple là par rapport avec misère, grand goût, chômage, la vie chère, insécurité, Captaï Banda. Mais en même temps, tout nous à la veille de 7 février. 7 février, tout le monde déjà connaît, dans l'accord 3 avril là, il était dit à CPTA, pas bien temps additionnel, pas bien prolongation et pas bon petit temps en plus. Et nous-mêmes, c'est là nous camper. Nous ne pas camper pour ne pas rester là encore parce que 18 mois censés gaspiller là, problème grand groupe toujours été même gens, moun toujours en battant, misère dans commune, insécurité à valer terrain, gang pisse à l'aise et puis pas grand rien qui fait. Et pendant qu'on a parlé des jeux forts, nous la police a fait, mais en même temps tout, nous connaissons de moitié 4. En même temps, nous connaissons pile policier qui prend balle, n'a demandé pour faire des marches pour quitter le pays pour aller prendre bon soin pour être capable de tourner et servir le pays. Nous venons à une conférence de presse pour nous dire vive Haïti. Haïti Justice Digicel renvoie le dossier devant le juge Chalat. L'avocat Maître Jonas Revanche, représentant légal de la compagnie de téléphonie mobile Digicel, a confirmé ce lundi que l'entreprise a engagé une action en référé contre les compagnies d'assurance Bima Inasa. Le dossier est désormais placé sous l'autorité du juge Mathieu Chalat qui a ordonné aux parties de déposer l'ensemble des pièces et documents justificatifs dans les délais prévus par la loi. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Un grand procès qui était initié lundi dernier entre nous-mêmes avec et assuré Inasayo, mais qui te voulait choisir Digicel comme cible. Parce que Digicel, c'est là où va jouer de l'argent. Mais malheureusement, les avocats des assurés, ils ont plaidé à affaire pénale devant le juge des référés. Le juge des référés n'est pas compétent pour ça. Ils ont plaidé à affaire civile, côté au demandé le juge des référés pour garder pièces. Il va le juge des preuves. Nous-mêmes, nous montrer, eh bien, le juge des référés a gagné une opposition de droit civil qui camouflé en saisie arrêt, qui était faite sous compte de la Digicel, et que droit, c'est bon côté nous lié, c'est en violation de la loi ici en la matière. Donc, nous allons déposer pièces, nous confions, nous croyons que le juge là, bon droit, c'est bon côté nous la pied. Rappelez-nous qui juge qui était siégé pour référer ça. C'est le juge Mathieu Chalat. C'est un juge expérimenté. Et monsieur te voulait transformer en juge, tantôt en juge pénal, tantôt en juge civil, tantôt en juge de la preuve. Or, alors que c'est une affaire urgence qui était devant lui, alors que ces comptes-là, ils ont tout simplement bloqué contre Digicel, mais les gens qui bloquent pas une qualité pour le faire, puisque Digicel n'a aucun rapport avec les assurés de Inasa. Donc, face avec cette situation, qui ça, avocat qui a défendu Digicel demandé? L'avocat de Digicel a demandé pour que il constate Digicel fait, eh bien, il fait violation, il a utilisé un pile texte qui est rapport avec pénal, il a dit qu'il faut montrer preuve que c'est Digicel qui gagne contrat avec eux. Ce n'est pas le cas. Ils ont même demandé pour que le juge des référés a transformé tête en juge du principal. Ils ont demandé que pour le juge là, a même condamné Digicel pour question de droit pénal numérique. Ce que le juge des référés, tout le monde qui connaît droit, tout le monde qui même étudiant connaît, ou pas qu'à aller devant le juge des référés pour se demander. Mais on croit que c'est un cabinet d'instruction.
Ah voilà l'aspect pénal qui devant le cabinet d'instruction. Eh bien c'est ça, vous plaidez. Et c'est le mauvais. Vous plaidez ça cabinet d'instruction devant le juge des référés. Alors que ce dont il s'agit, c'était une question opposition de droite. Dans le chef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, c'est plutôt mardi 11 novembre 2025, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous tous les jours. Alexa, open Swag Radio, passez la commande à Alexa. Très bientôt, Swag Radio sur TikTok et Swag Radio dans les smartphones. Il faut liker la page de Swag Radio sur YouTube et sur Facebook. Swag Radio, le son qui swag. Soyez avec Swag Radio et mangez des mets succulents dans ce café créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 2 94 14 25. Les infos à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp, P-News sur Facebook. Nous irons aux États-Unis, le Sénat vote le texte devant mettre fin au shutdown. La proposition de loi a été adoptée avec le vote de 8 représentants démocrates, suscitant la colère de leur camp. Le texte doit désormais être approuvé à la Chambre des représentants avant d'arriver sur le bureau du président Donald Trump. Voici un reportage à signer Euronews. Près de 6 semaines après le début du shutdown et la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire de l'État fédéral américain, le Sénat a voté lundi un texte visant à mettre un terme au blocage. La proposition de loi qui étend le budget actuel jusqu'en janvier a été adoptée grâce aux voix de 8 sénateurs démocrates, pour la plupart centristes, malgré l'absence de concessions importantes de la majorité républicaine sur le financement des soins de santé, sujet au cœur du blocage. We're not going to support a partisan Republican spending bill that continues to gut the health care of the American people. And we're going to continue the fight to extend the Affordable Care Act tax credits. And if it doesn't happen this week, this month, next month, then it's the fault of Donald Trump, House and Senate Republicans, who continue to make life more expensive for the American people. Le chef des Républicains au Sénat a promis aux démocrates un prochain vote à part sur la santé. Une promesse sans garantie de succès. Le déblocage budgétaire voté lundi au Sénat doit désormais être adopté par la Chambre des représentants. Direction la bande de Gaza, le cessez-le-feu d'un mois a permis de réduire les violences dans la bande de Gaza. Mais les 2 millions d'habitants de l'enclave continuent de vivre dans des conditions difficiles, avec un manque de provisions et des prix exorbitants. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. L'aide qui arrive est à la fois insuffisante et inabordable. Les gens sont épuisés. La vie est extrêmement difficile. Même si les prix ont légèrement baissé par rapport à avant la trêve, les gens n'ont toujours pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Ça n'améliore pas la situation. Le marché est loin de la prospérité d'avant-guerre. Les prix sont exorbitants, au-delà de ce que les gens peuvent supporter. Bien que quelques marchandises soient disponibles, ce ne sont pas celles dont les gens ont vraiment besoin. Elles ne répondent pas aux besoins fondamentaux. La plupart des produits sont non essentiels, tandis que ceux de première nécessité restent trop chers pour les consommateurs ordinaires. Nous sommes toujours déplacés, sans même de tente. Les conditions de vie de base ne sont pas garanties. Israël n'a pas vraiment mis en œuvre la première phase de l'accord de cessez-le-feu, sans parler de la deuxième. Une clause stipulait que 600 camions pouvaient entrer chaque jour, mais cela n'a pas été respecté à ce jour. Ce n'est pas une vie. Nous continuons de souffrir, de mourir de faim, de mourir, d'être détruits. Vous me dites que la guerre est finie, mais non, elle n'est pas finie. Nous irons au Soudan dans ce grand journal. La chaîne Al Arabiya diffuse des images des dégâts à El Fasher depuis la prise de la ville. Tous les hôpitaux sont détruits et des milliers de civils fuient. Le reportage est signé Africa News. La chaîne saoudienne Al Arabiya a révélé les images montrant l'ampleur des destructions à El Fasher
dans l'ouest du Soudan. Des murs criblés de balles, une mosquée endommagée et des rubans rouges signalant des mines terrestres. Voici ce qu'il reste d'un centre médical militaire situé près de la 6e division de l'armée soudanaise, théâtre de violents combats entre les forces de soutien rapide et l'armée régulière. Les FSR accusent l'armée d'avoir utilisé ce site comme base pendant la bataille. Résultat, tous les hôpitaux de la ville sont détruits et des milliers de civils fuient. Depuis la prise d'El Fasher par les hommes d'Hamdan Daglo, le 26 octobre dernier, plus de 16 000 personnes ont rejoint les camps surpeuplés de Tawila. L'OIM estime à 82 000 le nombre de déplacés depuis le début du mois. Ce conflit qui dure depuis avril 2023 a déjà fait au moins 40 000 morts selon l'OMS, mais le bilan réel serait bien plus lourd. Près de 12 millions de Soudanais ont été déplacés et la moitié de la population souffre de la faim. Nous irons à New Delhi, en Inde. L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi a fait au moins 8 morts et 19 blessés. Si aucune cause officielle n'a été évoquée, la police a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme et des médecins légistes avaient été dépêchés sur les lieux, près du Fort Rouge, lieu emblématique de la capitale indienne. Le reportage est signé Sophie Samaï dans ce grand journal. Inspectant chaque recoin de la voiture calcinée, policiers et enquêteurs s'affairent pour tenter de comprendre les causes de son explosion. Selon le ministre fédéral indien de l'Intérieur, toutes les pistes sont désormais examinées, y compris celle d'une attaque terroriste, en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales. Il était 19h ce lundi lorsque ce véhicule en apparence banal s'est arrêté au feu rouge près de la station de métro Fort Rouge, un quartier très animé de la vieille ville de Delhi. Quelques instants plus tard, la voiture a explosé. Une voiture roulait devant moi, à moins d'1 mètre ou 2, quand soudain il y a eu une explosion. Je ne sais pas si c'était une bombe ou autre chose. Nous avons vu des morceaux de corps gisant par terre, comme s'ils avaient été complètement pulvérisés. J'ai vu d'autres morceaux de corps et une voiture endommagée au bord de la route. Dans l'attente des conclusions de l'enquête, l'aéroport international de la capitale indienne, les stations de métro et les bâtiments gouvernementaux ont été placés en état d'alerte maximale. Parlons de la réunion sur le climat, la COP 30 au Brésil. Quelques 50 000 représentants d'un peu plus de 140 pays sont attendus à Belém au Brésil, le lundi 10 novembre 2025, pour le coup de voix de la 30e conférence de l'ONU sur le climat, mais les attentes sont refroidies en pleine guerre commerciale mondiale. De nombreux pays, dont le Canada, ont annoncé des reculs dans leurs engagements environnementaux. Le reportage est signé Radio-Canada. 30e conférence sur le climat, 10 ans des accords de Paris, 2 anniversaires avec peu à célébrer. Il y a certaines choses qui n'ont pas changé, c'est-à-dire on vit une crise climatique qui s'accélère. Il y a un recul de la part des politiciens sur l'action climatique. C'est beaucoup trop lent. On pourrait peut-être dire qu'on est dans une trajectoire de plafonnement, mais on n'est pas du tout, on n'a rien pour affirmer encore qu'on est clairement dans une trajectoire de réduction. Au banc des accusés, les États-Unis, qui se sont retirés pour une 2e fois des accords de Paris. Et ce qu'on voit dans certains contextes, c'est un peu un genre d'obéissement. Le Canada en est un exemple. Réduisent leur ambition climatique pour ne pas nuire à leurs négociations commerciales. Ce qu'on voit en ce moment, c'est une approche canadienne qui est chargée de contradictions et de confusion. Le bilan Carney en matière d'environnement n'est effectivement pas celui attendu au moment où le Québec a décidé de revoir ses cibles et l'Ontario d'abandonner les siennes. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le Canada fait encore partie de la bataille? Les pays en développement, ils étaient là. Regarde, on va embarquer le pas du moment où vous le faites. Et l'Europe a fait. Tandis qu'aux États-Unis et au Canada, on ne l'a pas fait. On pourrait dire que des grands coupables de tout ce ralentissement de l'action climatique au niveau mondial, on peut ramener ça à l'industrie fossile en Amérique du Nord. L'industrie fossile en Amérique du Nord, la pression qu'elle met sur la politique.
L'ancien ministre fédéral de l'Environnement, qui sera des négociations à Belém, voit les choses autrement. Certainement fier que nous poursuivons dans la lutte au changement climatique. Je vous avouerai bien honnêtement que c'est beaucoup plus compliqué depuis l'élection de la nouvelle administration aux États-Unis. Compliqué, au point de se demander à quoi servent ces réunions internationales. Les COP demeurent extrêmement importantes parce que ce qu'il faudrait comparer, c'est un monde avec et sans COP. Et le monde sans les COP serait vraiment pire. Loin d'être inutile, les COP ont notamment permis de transformer le mélange énergétique mondial. 40% des énergies sont désormais renouvelables et leur coût a fortement diminué. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 11 novembre 2025. Mais avant de partir, couleur du temps sur Boston. Ce matin à 7h du mat', température autour de 32 degrés Fahrenheit. Majoritairement ensoleillé. Progression jusqu'à la mi-journée, montée jusqu'à 38 degrés Fahrenheit vers 13h. L'après-midi vers 14h, passage possible de flocons avec une pointe de 39 degrés Fahrenheit. En soirée, redescente vers 33 et 35 degrés Fahrenheit avec ciel partiellement clair. Conseil vestimentaire pour vous, préparez-vous pour une journée fraîche, froide, un manteau chaud, plus bonne couche intermédiaire, pull-up pollen seront utiles. Gants et bonnets sont recommandés surtout en fin de journée. Une écharpe au col roulée pour le vent ou les flocons éventuels. Eh bien, ce soir, il fera très froid. Eh bien, c'est l'automne, mais on approche à grands pas de la saison hivernale. Le grand journal courtoisie de Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 2 94 14 25. Alexa, Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous chez vous pour vos tous les jours. Swag Radio, le son qui swag. Likez la page de Swag Radio sur Facebook. Likez la page sur YouTube. Swag Radio très bientôt dans les smartphones et Swag Radio très bientôt sur TikTok. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News pour rester bien informé. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, la référence à l'information. Passez un excellent mardi pour présenter le grand journal Erlich Torelas depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Joyeux mardi, joyeuse semaine. Rendez-vous c'est pour demain. Au revoir, à demain.